Bonjour, chers adhérents de l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre. Vous allez avoir maintenant la vidéo numéro 9 du cours sur les sophistes et en particulier sur Hippias avec lequel nous sommes depuis quelque temps. Nous sommes en train d'étudier donc un texte de Xénophon, Les Mémorables, qui est consacré dans le passage que nous étudions à un dialogue entre Hippias, le sophiste, et Socrate. Nous avions donc commencé l'étude de ce texte. Je vous rappelle ce que nous avions vu dans la vidéo précédente au numéro, la vidéo 8. Nous avions étudié les paragraphes 13 à 15. Je vous afficherai tout à l'heure sur l'écran le texte que vous avez d'ailleurs reçu depuis longtemps. Il n'y a pas de nouveau texte. Donc, je vous rappelle l'essentiel de ce qu'il y avait dans les paragraphes 13 à 15. Socrate dit, parce que c'est le sujet de la discussion, le légal est-il juste ou est-ce que le juste se ramène au légal, ce qui revient au même. Donc, Socrate affirme ce qui est légal est juste. Devant cette affirmation péremptoire et simpliste, Hippias demande des explications, puisqu'on a affaire à une sorte d'équation, légal égale juste, et il a bien raison de demander des explications. Socrate répond donc, le citoyen respectueux des lois est juste, ce qui est évidemment une tautologie. Je peux renverser les termes, est juste le citoyen qui respecte les lois. Donc on n'avance pas. De même, il dit, le citoyen non respectueux des lois n'est pas juste. On retrouve en négatif la même tautologie. Donc notre Socrate n'a pas avancé d'un pouce. D'où l'objection très valable d'Hippias, qui lui dit en substance, mais les lois, elles changent toujours. Et en particulier, on voit qu'une loi d'aujourd'hui contredit ou abroge une loi d'hier. Objection très intéressante. Voyons comment Socrate y répond. Et donc, pour y répondre, il met sur le même plan les deux alternances suivantes. Première alternance, entre une loi X et une loi Y. Et en face, autre alternance, entre la guerre et la paix. Et il traite sur le même plan ces deux alternances, loi X, loi Y, guerre, paix. Alternance, on le voit rapidement, comparaison plutôt d'alternance qui n'est pas valable. Si j'ai une alternance loi X, loi Y, je peux bien sûr avoir éventuellement une loi X mauvaise, une loi Y bonne, mais inversement. Donc tantôt l'antérieure est meilleure, tantôt la postérieure est meilleure, etc. Tandis que dans l'alternance guerre-paix, il est évident que du côté guerre, j'ai toujours le mal, et du côté paix, j'ai toujours le bien. Donc vous voyez, on ne peut pas mettre sur le même plan ces deux alternances. Donc il n'a pas répondu, évidemment, de façon satisfaisante. Ensuite, nous sommes toujours dans le rappel des paragraphes 13 à 15. J'avais fait observer que Socrate, je veux dire le Socrate de Xénophon, bien sûr, pratique le mélange des sujets en disant, par exemple, j'avais relevé les trois sujets différents qu'il mélangeait. Premier sujet, Sparte est supérieure aux autres cités grecques grâce à l'obéissance aux lois, parce que ses citoyens obéissent aux lois. Deuxième sujet différent, les hommes politiques les meilleurs sont ceux qui rendent leurs concitoyens obéissants aux lois. Et troisième sujet, l'obéissance aux lois procure le bonheur en temps de paix
et la victoire en temps de paix. Au total, ce qu'il y avait de commun dans ces trois sujets, c'était au fond l'apologie de l'obéissance aux lois. Et derrière cette apologie, un discours laconophile, comme on dit, très clair chez Xénophon. Je rappelle que Xénophon, comme Platon, sont des admirateurs de la constitution spartiate et de la vie politique spartiate. Mais on pourrait se poser la question, est-ce que cette apologie de l'obéissance aux lois est conforme à ce que vécut Socrate? D'une façon générale, on pourrait dire oui, et c'était facile à trouver, mais enfin, si Socrate s'est montré docile aux lois de sa cité, il n'aurait certainement pas dit, comme Xénophon, que les lois se ramenaient à la justice. Nous allons donc voir maintenant les paragraphes 16 à 25. Et je vous affiche donc le texte. Nous allons, vous l'avez là, la suite évidemment du texte. Nous allons les lire et les étudier au fur et à mesure. Voilà, je pense que vous voyez bien maintenant le paragraphe 16 sur votre gauche que je peux peut-être agrandir davantage. Vous pouvez le lire soit sur l'écran, soit sur votre feuille. Donc, je lis le paragraphe 16. Vous voyez, je les ai soulignés dans la marge afin qu'on voit bien ces distinctions. Donc, en haut à gauche. Aussi est-on d'avis, donc c'est Socrate qui parle, que la concorde, on va parler un peu de cette concorde, est le plus grand des biens pour les cités. Les assemblées des anciens et les hommes éminents n'ont de cesse d'inviter les citoyens à la concorde, et il y a partout en Grèce une loi qui stipule que les citoyens doivent faire le serment de bien s'accorder, et ils font partout le serment. Or, je crois que si ces dispositions existent, ce n'est pas pour que les citoyens se prononcent en faveur des mêmes chœurs, ni pour qu'ils louent les mêmes joueurs de flûte, ni pour qu'ils donnent leur suffrage aux mêmes poètes, ni même pour qu'ils aient du plaisir aux mêmes choses, mais pour qu'ils obéissent aux lois. Car lorsque les citoyens leur sont fidèles, les cités touchent à leur plus grande force et à leur plus grande prospérité. Mais sans la concorde, une cité ne peut pas être bien gouvernée, ni un domaine bien administré. Voilà donc ce paragraphe 16 sur lequel je vais dire quelques mots. Vous voyez, il commençait par un mot important, la concorde, en grec homonoia, lorsqu'on a noia, un esprit, homo, identique. Il nous dit donc que c'est le plus grand des biens, et c'est évidemment là une vertu éminemment spartiate. Et de nouveau, on voit que ce vocabulaire de Xénophon trahit son modèle Sparte, qui n'était certainement pas le modèle du vrai Socrate. Un peu plus bas, vous voyez les assemblées des anciens et les hommes éminents. Nous sommes toujours là à Sparte. Les assemblées des anciens, en grec, cela s'appelle gerousiai. Mettons-le au singulier, l'assemblée des anciens, gerousia. On en a fait un mot français, la gérousie, dont je voudrais vous dire quelques mots. Donc, la fameuse gérousie, ou conseil des anciens, à Sparte, réunissait les 2 rois en fonction, qui étaient annuels, plus 28 membres de plus de 60 ans, élus à vie, pris évidemment dans des familles aristocratiques. Et nous savons par l'histoire que cette fameuse gérousie avait un pouvoir très grand, même judiciaire, et au fond était la véritable détentrice du pouvoir. Donc voilà l'allusion à la gérousie. Et les hommes éminents, le français ne peut pas rendre mieux le grec, en grec c'est oi aristoi andrès. Oi andrès, les hommes aristoi de l'aristocratie. On revient toujours
à cette idée-là. Donc, vous voyez, d'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que l'aristocratie composait la Gérousie. Donc, nous sommes en plein dans les institutions spartiates. Je passe maintenant à la fameuse loi qui est indiquée là, à partir de la ligne 25. Vous voyez, il y a partout en Grèce une loi qui stipule que les citoyens doivent faire le serment de bien s'accorder, et ils font partout le serment. Affirmation, je dirais, historique surprenante, et il faut avouer que nous n'en savons pas plus que ce que nous dit Xénophon ici. Mais après tout, nous avons des raisons de croire que cette loi a pu exister en Grèce. Nous avons par exemple un témoignage dans l'histoire d'Athènes en 411, toujours évidemment avant Jésus-Christ, s'établit à Athènes la fameuse oligarchie des 400. Je n'entre pas dans les détails, je donne l'essentiel. Athènes est en pleine guerre du Péloponnèse, sa flotte est dans l'île de Samos, vous voyez, à l'autre extrémité de la Méditerranée, et donc la flotte athénienne jure de vivre dans la concorde. Mais cette flotte athénienne, qui représente plusieurs milliers de citoyens, ne représente pas évidemment tous les citoyens d'Athènes. Mais enfin, c'est quand même intéressant. Ensuite, on connaît quelques exemples ailleurs en Grèce au IIIe siècle, donc un peu plus tard, de choses semblables. Donc, il n'y a pas de raison, a priori, de récuser cette affirmation intéressante de Xénophon en y mettant quelques bémols. Bon, il est arrivé ici ou là que dans les cités grecques, on ait juré sur cette concorde. Autrement dit, le Socrate de Xénophon généralise peut-être un peu vite. Je descends dans le commentaire, vous voyez, aux lignes 30, j'ai souligné, donc il dit « Je ne crois pas que les dispositions existent, que si ces dispositions existent, ce n'est pas pour que les citoyens se prononcent à faveur des chœurs, des joueurs de flûte, des poètes, etc. » Petite correction, les joueurs de flûte, ce sont les fameux joueurs d'olos, instruments avant. Mais bon, passons. Vous voyez qu'il est question donc de concours finalement de joueurs d'olos, de concours de chœurs, de concours de poètes. On voit bien qu'il s'agit de concours poétiques et artistiques. Là, nous avons une allusion claire au fameux concours dramatique qui avait lieu à Athènes, en particulier aux Grandes Dionysies, et concours qui ne concernait pas seulement les tragédies et les comédies. Donc, notre Socrate dit ici, il est évident que la concorde ne va pas porter sur ces concours poétiques dramatiques, mais sur l'obéissance aux lois. Nous sommes bien d'accord avec lui. 34-36, je parle de la ligne, il nous dit donc que les cités touchent leur plus grande force, à leur plus grande prospérité quand il y a la concorde. Attention au mot prospérité, c'est le pragmatique Xénophon qui parle. Il s'agit évidemment de prospérité matérielle. Je n'insiste pas, j'avais déjà parlé de ce caractère de Xénophon. Autrement dit, c'est bien plutôt Xénophon qui parle ici, soucieux, vous voyez, de pragmatisme, de prospérité économique, matérielle, que Socrate. Passons au paragraphe suivant, le paragraphe 17. Je vous le lis, vous allez de suite être frappé par une caractéristique rhétorique que je soulignerai ensuite. Donc, lisons ce paragraphe. C'est toujours Socrate qui parle. Sur le plan individuel, comment pourrait-on moins s'exposer au châtiment de la cité et en recevoir plus d'honneur qu'en obéissant aux lois? Au tribunal, comment pourrait-on essuyer moins de défaites et remporter plus de victoires? Sous-entendu qu'en obéissant aux lois. À qui pourrait-on se fier davantage pour confier ses biens, ses fils ou ses filles? Toujours le même sous-entendu. Qui la cité tout entière pourrait-elle juger plus digne de confiance que l'homme respectueux des lois? De qui les parents, les proches, les domestiques, les amis, les citoyens et les étrangers pourraient-ils le plus obtenir justice?
À qui les ennemis pourraient-ils davantage se fier pour conclure des armistices, des trêves et des traités de paix? De qui voudrait-on devenir les alliés plus que de l'homme respectueux des lois? À qui les alliés confieraient-ils plus volontiers l'autorité, le commandement d'une garnison ou leur cité? De qui, plus que de l'homme respectueux des lois, un bienfaiteur envisagerait-il de recevoir de la reconnaissance? À qui ferais-je plus volontiers du bien qu'à celui dont on croit qu'on en recevra des marques de reconnaissance? De qui, sinon d'un tel homme, voudrait-on le plus être l'ami et le moins l'ennemi? À qui ferait-on moins la guerre qu'à celui dont on souhaiterait le plus être l'ami et le moins l'ennemi, et dont la plupart des gens voudraient être les amis et les alliés, et même une infime minorité l'ennemi et l'adversaire? Voilà. Donc, vous l'avez observé, nous avons là, évidemment, une énumération, ce qu'on appelle une anaphore ou une longue série anaphorique de questions rhétoriques. De qui, avec qui et qui, etc. C'est facile de faire le total. Nous avons là donc 12 questions rhétoriques, dont 10 débutent par qui, à qui, donc avec qui, etc. Le fond de l'affaire, évidemment, c'est une argumentation utilitariste en faveur de l'obéissance aux lois. On pourrait la comparer avec un texte qui pourrait lui ressembler, je dirais de loin, la fameuse prosopopée des lois dans Criton, où Socrate, justement, fait parler les lois. Mais là, nous sommes à un niveau infiniment supérieur. Passons. Voilà, donc pas besoin de s'attarder davantage sur ce paragraphe 18, vous voyez, qui est un peu long, mais qui se résume à ce que je viens de dire. À ce paragraphe 17, pardon. Je lis maintenant le paragraphe 18, que vous avez en haut à droite. Je viens donc de te démontrer, Hippias, que le légal et le juste sont la même chose. Quant à toi, si tu connais une position contraire, enseigne-la moi. Alors Hippias répondit, par Zeus Socrate, je n'ai pas l'impression de connaître une doctrine opposée à celle que tu viens d'exposer sur la justice. Quelques remarques sur ces lignes. Vous avez bien vu que dans le paragraphe précédent, Socrate n'a pas du tout fait la démonstration que le légal était l'équivalent du juste. Il a seulement montré les avantages pratiques de l'obéissance aux lois. Donc, la démonstration qu'attendait Hippias n'a pas été faite. Deuxième observation, il est tout de même surprenant que Hippias donne son accord. Alors Hippias répondit, je n'ai pas l'impression de connaître une doctrine opposée. Bon, ce que tu dis, c'est très bien, je m'incline. Donc c'est tout de même surprenant de sa part, car nous avions vu au début de ce texte, au paragraphe 7, vous pourrez vous y reporter, que Hippias avait fait une annonce surprenante. Il avait dit en substance, oh, mais moi j'ai du nouveau à dire justement sur le légal et le juste. Mais après ça, il a demandé son avis à Socrate, c'est ce qu'a fait Socrate. Donc nous sommes très étonnés que Hippias renonce si vite. Il est évident que le véritable Hippias ne se serait pas laissé ainsi piéger par Socrate et qu'il aurait exposé sur le légal et le juste les idées qu'il avait annoncées au début. Passons maintenant au paragraphe 19, et de 19 jusqu'à 25, on va avoir un sujet très intéressant que je développerai plus loin et plus tard, à savoir le fameux sujet très célèbre et passionnant des lois non écrites, ce que le grec appelle nomoi, les lois agraphoi non écrites. On verra que c'est un sujet très riche. Et dès le début,
je vais vous lire le texte. On pose l'équation suivante. Les lois non écrites sont des lois divines, ou la loi non écrite est une loi divine. Avant de lire, on va voir l'énumération de ces fameuses lois non écrites qui sont divines. Première loi, vénérer les dieux. Deuxième loi, honorer les parents. Troisième, interdiction de l'inceste entre parents et enfants. Et quatrième, la reconnaissance pour les bienfaits. Et on verra qu'il sera question aussi de quelque chose d'intéressant, du point de vue historique du moins, la question des enfants mal formés qu'on verra à partir de la ligne 92. Donc, je vous lis à partir de 19. Hippias, demanda-t-il, donc c'est évidemment Socrate qui parle. Est-ce que tu connais des lois non écrites? Bon, à partir de là, comme je l'avais fait remarquer, pour qu'on s'y retrouve, je vous ai mis H devant les interventions d'Hippias et S devant celles de Socrate. Hippias, oui, celles qui sont en usage sur les mêmes sujets dans tous les pays, répondit-il. Pourrais-tu donc affirmer, demanda-t-il, que ce sont les hommes qui les ont établis? Et comment le pourrais-je, répondit-il, puisqu'ils ne pouvaient pas tous se rassembler et qu'ils ne parlent pas la même langue? Alors, à ton avis, qui sont ceux qui ont établi ces lois? Demanda-t-il. Pour ma part, répondit-il, je crois que ce sont les dieux qui ont établi ces lois dans l'intérêt des hommes. Chez tous les hommes, c'est en effet l'usage, en tout premier lieu, de vénérer les dieux. J'avais dit la règle numéro 1. Paragraphe 20. N'est-ce pas partout l'usage d'honorer également ses parents? C'est aussi l'usage, répondit-il. Deuxième loi, honorer les parents. N'est-ce pas partout l'usage également que les parents ne s'unissent pas à leurs enfants, ni les enfants à leurs parents? Troisième loi, on l'a vu, l'inceste parent-enfant. Je n'ai pas le sentiment, Socrate, répondit-il, que ce soit une loi divine. Et pourquoi donc? Demanda-t-il. Parce que, répondit-il, j'en vois qu'il enfreigne. Et il y en a bien d'autres, dit-il, que l'on transgresse. Mais ceux qui enfreignent les lois établies par les dieux subissent un châtiment auquel aucun homme en aucune façon ne peut échapper, comme le font certains qui, enfreignant les lois établies par les hommes, échappent au châtiment, qui, en se cachant, qui par la force. Quelle est donc cette punition, Socrate demanda-t-il, à laquelle ne peuvent échapper les parents qui s'unissent à leurs enfants et les enfants à leurs parents? C'est la plus grande de toutes, par Zeus. Y a-t-il pire souffrance pour des hommes qui mettent des enfants au monde que de mettre au monde des enfants mal formés? Voyez, on reste dans la même ligne des lois non écrites et divines, mais on dévie sur les enfants mal formés. Hippias, comment donc peut-il se faire qu'ils mettent au monde des enfants mal formés, puisque rien n'empêche, s'ils sont eux-mêmes bons, qu'ils fassent des enfants à des femmes qui sont bonnes? Par Zeus, répondit-il, parce qu'il faut non seulement que ceux qui font des enfants ensemble soient bons, on verra la valeur de ce bon, mais aussi que leur corps soit dans la force de l'âge. Es-tu d'avis que la semence de ceux qui sont dans la force de l'âge est semblable à celle de ceux qui n'y sont pas encore ou qui l'ont dépassée? Par Zeus, il n'est pas vraisemblable qu'elle soit la même. Dans ce cas, laquelle est la meilleure? Évidemment, celle des hommes dans la force de l'âge. La semence des hommes qui ne sont pas dans la force de l'âge n'est donc pas bonne. Il ne semble pas. Il ne faut donc pas faire d'enfants quand on est dans cette condition. Il ne le faut pas. Eh bien, ceux qui font des enfants dans cette condition ne font pas des enfants comme il faut. C'est mon avis. Qui d'autre qu'eux, en effet, ferait des enfants mal formés?
Je partage ton avis sur ce point. Mais quoi? N'est-ce pas partout l'usage que l'on fasse du bien à qui nous en a fait? C'est l'usage, répondit-il, mais on le transgresse aussi. Alors là, vous voyez, nous passons à autre chose dont je reviens sur tout ce que nous venons de lire, et en particulier à partir de la ligne 92, vous voyez, le problème des enfants qui sont mis au monde et qui sont mal formés. Donc ce problème qui est traité de 92 ici jusqu'à 112, là où je me suis arrêté. Alors, examinons, ça sort un petit peu évidemment de la question légale et juste, mais c'est quand même intéressant du point de vue, je dirais, sociologique à observer. On nous parle d'hommes dans la force de l'âge. Vous connaissez peut-être le mot acmé, qui est devenu presque français. Bon, l'acmé, c'est le sommet, le point auquel on parvient, mais on parlera par exemple de l'acmé d'une civilisation, son apogée. En grec, on parle souvent évidemment de l'acmé d'un homme, constitué aux environs de 45 ans. Par exemple, dans pas les éléments de biographie, mais dans les éléments de chronologie, on nous dit qu'un tel, voilà, il eut son acmé vers telle date. Donc c'est quelque chose à quoi se réfèrent souvent les Grecs, l'acmé. Donc c'est de son, ici ceux qui sont akmadzontes, qui sont dans la force de l'âge. Et donc, cette question des enfants mal formés, vous voyez, elle est ramenée à une chose, à la qualité du sperme d'un côté et du liquide féminin de l'autre. Et je série un peu les questions. 1. Pour faire des enfants bien formés, nous dit la conversation, il faut que le corps des parents soit bon, en bonne santé, et dans la force de l'âge. D'où la question suivante de qu'est-ce qu'une bonne semence? Il faut une bonne semence aussi, on l'a vu. Eh bien, la réponse, elle est dans notre texte, du point de vue des Grecs, du point de vue là, de ce que dit Xénophon, et qu'a l'air d'approuver Hippias. Une bonne semence, c'est celle qui correspond à ceux qui sont akmadzontes, qui sont dans la force de l'âge, donc disons 40-45 ans. Puisque le détail nous est donné, il y a ceux qui n'y sont pas encore, qui sont trop jeunes pour avoir de la bonne semence. Il y a ceux qui n'y sont plus, qui sont trop vieux pour avoir de la bonne semence. Et donc, pour cela, les trop jeunes ou les trop vieux, la semence étant mauvaise, le produit sera défectueux. Critique que l'on peut formuler à Xénophon à ce sujet, puisqu'il nous dit en substance que seuls ceux qui sont dans l'acmé, ni trop jeunes ni trop vieux, seuls ceux-là auront de la bonne semence et pourront faire des bons enfants, des enfants bien formés. Donc, première critique, il est aisé de lui répondre que, enfin, nous pourrions lui répondre que de très jeunes parents peuvent avoir des enfants bien formés. C'est évident. Deuxième critique, à l'autre bout, il arrive aussi que des parents relativement âgés aient des enfants bien formés. Eh bien, il y a un cas que Xénophon quand même connaissait. Il devait en connaître plusieurs exemples. En tout cas, on peut dire un peu le sien, il a eu des enfants un peu tard, mais surtout celui de Socrate. Nous savons par le Phédon, donc Socrate est mort aux environs de 70 ans, à quelques mois près. Quand il est dans sa prison et qu'il doit boire la ciguë, on lui amène sa famille, bon, sa femme vient le voir, et ensuite elle lui amène, je cite, on lui amena, c'est elle, ses enfants, et le texte ajoute, il avait 2 garçons tout petits, smikroï,
et un autre déjà grand, Mégas. Bon, deux enfants tout petits, vous pouvez imaginer, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, comme vous voulez, un déjà grand, donc un adolescent. Donc notre Socrate, à 70 ans, avait dû faire 2, 3, 4 ans auparavant, mettons entre 65 et 70, un enfant. Mais on ne nous dit pas que ces enfants étaient mal formés. Donc Xénophon savait fort bien cela, et il est évident qu'ici, il n'en tient pas compte. Et donc, allons un petit peu plus loin, peut-être en tournant la page et en changeant de sujet. Oui, non, pardon, auparavant, l'inceste parent-enfant. Évidemment, il est condamné, vous l'avez vu. De l'inceste entre frères et sœurs, il n'est pas question, ce n'est pas envisagé. Bon, il est évident que à partir de, je dirais, du principe posé par Xénophon, celui de la bonne semence, il ne devait pas, aux yeux de Xénophon, poser problème. Bon, pour conclure sur ce sujet donc des enfants mal formés, nous voyons que Xénophon a là-dessus une vue assez simpliste, mais enfin, nous n'avons pas à lui reprocher peut-être des connaissances biologiques qu'il ne pouvait pas avoir. Donc, je vous laisse le soin de lire la suite parce que c'est moins intéressant. Et je voudrais conclure donc sur les faiblesses de l'argumentation du Socrate de Xénophon ici. Donc, faiblesse de l'argumentation, je les résume. Premièrement, il a, on l'a vu, une conception formaliste et utilitariste de la loi. Il nous disait que les lois sont bonnes et justes parce que y désobéir cause des avantages plus ou moins grands selon les cas et parce que y obéir est avantageux. Donc, première critique à l'adresse de Xénophon. Deuxième critique, la fameuse pétition de principe qui consiste à dire les dieux sont justes. Il s'agit bien d'une pétition de principe puisqu'elle est contredite par toute la religion grecque. En gros, les Grecs craignaient leurs dieux et ne savaient pas comment s'y prendre pour éviter d'irriter des êtres très puissants. On peut dire que l'essentiel, je ne dis pas tout l'esprit, mais l'essentiel de la religion grecque est constitué par des rites considérés comme une barrière dressée contre la puissance des dieux, les rites ayant un effet, je dirais, magique. Donc, vous voyez, la pétition de principe, il avait bien affirmé que les dieux sont justes. Toute la religion et la civilisation grecque le contredit. Troisième reproche à lui faire, il y a deux problèmes essentiels qui n'ont pas été traités. Il a juste été abordé, celui-ci que je vais citer, le rapport entre les lois non écrites, les fameuses lois nomoi, agraphoi, qui sont divines, et le droit naturel. Vous avez vu que ça a été à peine évoqué. Deuxième problème essentiel non traité, le rapport entre physis, la nature, et nomos, la loi, qui, on le verra plus tard, semble tout de même avoir été essentiel dans la pensée d'Hippias. Deuxième point de conclusion au sujet de la méthode de Xénophon, en la comparant à celle de Platon. Je veux dire quand l'un et l'autre mettent des sophistes en face de Socrate. Platon, je l'ai déjà dit, ridiculise sans cesse les sophistes en nous les montrant vantards et incapables de résister aux questions précises et pressantes de Socrate. Il a bien sûr une obsession, dégonfler la réputation des sophistes, et donc Platon, certes avec beaucoup d'habileté, est tout de même
très polémiques et, ce qui est plus grave, ils déforment du même coup leurs pensées. Xénophon n'est pas sur le même plan. Il n'a pas pour but, si vous voulez, de dégonfler la réputation des sophistes. Au fond, ce ne sont pas tellement les sophistes qui préoccupent Xénophon que d'avoir en face de Socrate un interlocuteur. Et le but de Xénophon dans les Mémorables, ce texte-là, très intéressant, donc les souvenirs de Xénophon sur Socrate, c'est de défendre la mémoire de Socrate en montrant qu'il fut un juste et dans ses actes et dans ses discours. Donc, on l'a vu, il ne ridiculise pas les sophistes. Bon, des fois, il y a un tout petit peu d'ironie, mais ce n'est pas comme c'est chez Platon. Mais ici, ce qui est plus grave, du point de vue qui nous intéresse, c'est-à-dire de la recherche de la doctrine d'Hippias, il ne donne pas vraiment la parole à Hippias. On a vu qu'il lui a fait rendre les armes vraiment sans combattre, puisque Hippias avait annoncé au début qu'il avait du nouveau à dire sur la question du juste et du légal, et qu'à la fin, il ne le dit pas. Conclusion, ni Platon ni Xénophon ne nous donnent une image fidèle d'Hippias ni des sophistes en général. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bonnes vacances de février.